Alors, on va parler de quelque chose d'un peu original pour beaucoup. En fait, c'est relativement ancien, mais c'est assez peu répandu en France. Donc, en réalité, ça venait de ma problématique personnelle de se retrouver avec des tas de glaucomes qu'on n'arrivait pas à traiter, qu'on n'arrivait pas à opérer, qu'on opérait, qu'on réopérait, qui étaient réfractaires aux opérations, à qui on faisait une trabéculectomie, qu'on reprenait en needling, qu'on faisait des reprises de trabéculectomie, à qui on posait une valve, après avoir fait bien sûr les lasers, et malgré tout, on se retrouvait avec des glaucomes où on arrivait en bout de course parce que, même avec les antimitotiques, avec toute la bonne volonté du monde, on n'arrive pas à les soigner. Hein. Je pense que tout le monde connaît ça. Donc, on en parlait l'autre jour avec Rani, le glaucome, c'est une chirurgie qui est quand même relativement ingrate, puisque on a beau faire les choses dans les règles de l'art comme ça doit se faire, il y a des caprices de la cicatrisation qui font que on peut faire une belle chirurgie dont on est content au bloc et avoir un post-opératoire qui échoue. Les complications à proprement parler du glaucome, c'est quand même plus rare, mais pour moi, l'échec est une complication. L'échec de la filtration d'une trabée, c'est une complication, c'est que ça ne marche pas. Les complications, les hémorragies, les choses comme ça, les infections, c'est beaucoup plus rare. Mais c'est vrai que l'échec, par contre, on y est confronté quand même assez souvent, malgré tout. Donc j'ai déjà plusieurs fois parlé de l'optimisation de la trabéculectomie, j'en parlerai pas ici, et je vais vous parler des chirurgies alternatives à la trabéculectomie que j'ai utilisées pour arriver à vaincre d'autres glaucomes. Le glaucome, quand on lui a fait sa trabéculectomie et qu'il est comme ça en post-op, on est content, ça c'est une belle trabée, on devine la trappe sous la conjonctive elle est bien imbibée, diffusément, il y a une très légère surélévation de la conjonctive, la filtration elle est très homogène, très étendue, ça c'est le top. Ça, c'est le top. Ce n'est pas les grosses bulles kystiques, ce n'est pas les bulles plates, la tension qui remonte tout de suite. Ça, c'est une jolie trabée. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Donc, effectivement, les chirurgies alternatives à la trabée, alors, non, je n'ai pas mis énormément, mais j'ai posé quelques valves d'Ahmed qui donnent de la satisfaction, notamment déjà les yeux non segmentés, les yeux traumatisés, les yeux qui n'ont plus de plan capsulaire, plus de cristallin. Les trabéculectomies sur ces yeux-là sont des chirurgies qui sont très dangereuses. Donc il faut même préférer les valver en première intention plutôt que de faire une trabée sur un œil à fac. Les multi-opérés, ceux qui ont eu 2-3 trabées en supérieur, dont la conjonctive est abîmée, dont la sclère est abîmée, qui a déjà été consommée, on va dire, là aussi il faut savoir leur mettre une valve. Enfin bon, là je vous dis ce que je pense, hein, c'est ma pratique. Hein. Moi, mais enfin, c'est quand même comme ça, souvent, on va dire que la règle américaine, des fois, c'est de faire une trabée, une valve. Voilà. Ou alors, quand c'est un œil à fac, c'est une valve. Voilà. Ce sont des chirurgies, les valves, qui marchent bien, mais qui souvent doivent être reprises, parce qu'autour de la valve, ça s'encoque assez facilement. On se retrouve très rapidement avec une coque fibreuse autour de la valve, et on est obligé de faire une chirurgie où on réouvre tout, où on décoque une grosse valve dure comme tout, et après, si on arrive à bien la décoquer, ça peut marcher durablement, avoir une belle bosse de filtration autour de la valve. Enfin, presque toutes les valves que j'ai mis, même si j'ai dû les opérer 2 fois, vont bien. Hein. Donc après la chirurgie des corps ciliaires, puisque c'est essentiellement les 2 chirurgies moi, que je fais. Bon, les corps ciliaires, on ne les voit, ils sont derrière l'iris, donc on ne les voit pas. Pour les voir, il faut soit les regarder en gonio à travers une iridectomie, comme ça. Donc ça, c'est une vieille dame qui avait une PEC. Donc on voit bien la zonule très chargée de matériel pseudo-exfoliatif. Bon, désolé, ça tremble un peu, donc c'est pas net tout le temps. On voit bien les corps ciliaires qui sont, qui sont recouverts de... Là, il y a la trabée, là. On voit l'orifice de trabée. Voilà, là, on voit les corps ciliaires saupoudrés, la zonule, etc. Oups. Donc les corps ciliaires, on peut les voir aussi dans les yeux. Bon, ça, c'était une cataracte qui avait atterri, tout s'était très mal passé, que j'avais greffé. Et voilà, en gonioscopie, on voit encore les corps ciliaires qui sont donc faciles à observer puisqu'il n'y a plus du tout d'iris en haut, avec la patte
de l'implant dans le sulcus. Donc vous voyez que quand on met un implant dans le sulcus, en fait, les 3 pièces dans le sulcus, les pattes sont positionnées, les aptiques sont positionnées sur l'écorce ciliaire hein, quand on n'a plus de capsule postérieure. Donc le cyclo-affaiblissement, donc c'est la destruction, le but c'est la destruction des cellules épithéliales du corps ciliaire pour réduire la production d'humeur aqueuse, ça c'est basique. Donc l'intérêt d'attaquer les corps ciliaires, c'est que c'est une chirurgie qui peut se répéter, contrairement à la trabée, où une fois que vous en avez fait une ou deux, bon après, soit vous repassez au même endroit en espérant que ça a tellement fibrosé que vous ferez comme une première fois, alors que le traitement des corps ciliaires, vous pouvez y retourner. Le traitement des corps ciliaires, à part la cyclocryo, pardon, où vous faites une désinsertion conjonctivale pour que ce soit efficace, vous n'induisez pas de cicatrice sur la conjonctive, donc ça ne grève pas la possibilité de faire une trabée juste derrière. Et puis en plus de ça, si vous avez une cornée opaque, un très mauvais segment antérieur, vous pouvez quand même faire un cyclo-affaiblissement, ça ne gêne pas. Après, vous la faites. Votre affaiblissement des corps ciliaires, vous le faites soit ab interno, en endoscopie, comme on a vu là, comme on va voir, je veux dire, soit ab externo, en cryo, en cyclodiode. Voilà. Donc moi j'ai toujours bien aimé la cryo, j'ai toujours considéré que ça marchait relativement bien. Mais par contre c'est vrai que c'est beaucoup plus lourd parce que bon, on fait une désinsertion conjonctivale, donc ça fait des yeux en post-op qui sont quand même un peu marqués. Là c'est pas la fin du monde, hein. Mais on a peu de contrôle sur ce qu'on fait, puisqu'on fait dans tous les gestes transscléraux, on fait une localisation probabiliste des corps ciliaires. Il y a des risques de phtise, puisque vous pouvez tuer plus que ce que vous auriez voulu tuer de corps ciliaires. L'avantage de la cryo, c'est que ça permet un traitement de la rétine dans le même temps, c'est-à-dire que quand vous avez un GNV surtout, un GNV suite à une OVCR et que vous avez besoin de cryoter l'ensemble de la rétine, la cryo, c'est vrai que c'est intéressant. L'endoscopie aussi, soit dit en passant. L'atopique est difficile parce que bon, le froid, ça fait quand même assez mal. Donc là, c'est une femme, c'est un GNV à qui j'ai fait une pancryo plus une cryothérapie des corps ciliaires qui, 2 ans après, a son petit 8 de tension très bien, qui marche bien et qui est, bon là c'était à J1, mais 2 ans après, elle est très bien. Après, quelque chose sur lequel j'ai pas beaucoup d'avis, parce que j'en ai personnellement pas fait beaucoup. J'en ai vu un ce matin, par hasard, que j'avais envoyé se faire traiter à Cannes, qui en l'occurrence était bien, là, Ben Naoun, là. Qui avait 34 avant le laser, qui a 18 aujourd'hui, bon, qui est monophtalme, donc c'est un petit peu chaud. Malgré tout, dans la littérature, les résultats sont reconnus comme étant un peu aléatoires. Là aussi, la localisation elle est probabiliste, c'est-à-dire qu'on va tirer en se disant tiens, les corps ciliaires sont ici et on va bien voir ce qui se passe. Et quand on fait de la chirurgie endoscopique et qu'on voit un traitement transscléral au cyclodiode qui a été fait auparavant, on voit des lésions de la pars plana relativement étendues, des lésions de l'iris relativement étendues, c'est-à-dire que ça tape un peu plus que ce qu'on voudrait taper et parfois ça ne tape pas le corps ciliaire. L'UC3, donc les ultrasons, on en a fait. Moi j'en ai une mauvaise expérience, ça n'a absolument pas marché sur tous les cas que j'ai traités. On a fait ça en 2013, puisque comme je voulais trouver une machine, je voulais trouver quelque chose qui me permette de traiter plus de glaucome, de plus réussir, et que c'était quelque chose de très en vogue, on en parlait beaucoup, les ultrasons. J'ai voulu essayer, donc j'ai fait venir le labo, j'ai fait quand même 9 traitements, hein, donc je n'ai pas fait 1 ou 2 quoi. Enfin, d'ailleurs, je ne comprends pas, il me semble que j'en ai fait 10 moi, enfin. Et j'ai eu 9 échecs, quoi, 100% d'échecs. Donc bon, sur un traitement, un échec, on ne conclut pas, sur 9 ou 10 traitements, 9 ou 10 échecs, ça commence à faire un petit peu beaucoup. C'est-à-dire que la seule baisse, je n'ai pas fait de la stat de haute voltige, hein, c'était juste pour montrer le avant-après. Donc à part un patient, ils étaient tous soit plus hauts, soit pareil en tension. Donc bon, pour moi, ça n'a absolument pas marché. En ayant fait ça sous surveillance du vendeur dans les règles de l'art, on ne pouvait pas faire mieux, ça n'a pas marché dans mes mains. Ça, c'est la sonde avec laquelle, donc ça coûte très cher hein, parce qu'on voit que c'est artisanal, c'est soudé à la main, chaque truc, donc c'est des petits transducteurs qui envoient les ultrasons. Donc, la cornée, elle est là. Et donc, théoriquement, ils ont enfin à l'époque, je pense qu'ils se développent petit à petit, ils avaient 2 modèles de sondes, un grand et un petit, et en fonction de la longueur axiale et de la distance blanc à blanc, et on allait prendre une grande ou une petite. Et c'était ça qui s'arrêtait pour définir la localisation théorique des corps ciliaires.
Donc ça, c'est les traitements 1, 2, 3, 4, 5, 6 secteurs, les 6 fameux secteurs qu'on a vus là. Donc c'est très simple, on met un truc qui fait écarteur et dock. On a une succion, on dock la pièce qui envoie les ultrasons, là, que j'avais dans la main tout à l'heure. Et puis donc en rouge, les secteurs qui ont été traités, en vert, ceux qui restent à traiter, en orange, celui qui est en cours de traitement. C'est vraiment sans stress, c'est très facile, on est extraoculaire, on n'a pas besoin d'avoir une stérilité absolue, puisque là je suis pas en blouse, hein, je me suis juste lavé les mains, il faut juste être propre, quoi. Ça, c'est le tableau qui reprend les patients que j'avais. Bon, juste pas s'éterniser dessus, mais voilà, j'ai pas eu de bons résultats. Alors, les gros avantages, c'est que c'est intraoculaire. C'est pas intraoculaire, donc ça peut se faire vite fait, entre guillemets. On peut enchaîner 2 patients très rapidement, il suffit de passer un coup de chiffon sur le brancard. C'est très rapide. Je fais ça un petit peu avec de l'ironie, bien sûr, parce que c'est très joli, c'est très à la mode. Il y a de la pub, on le voit dans Femina, on le voit au Journal de la Santé. Alors les patients vous disent, tiens, j'ai lu dans Femina qu'on pouvait traiter le glaucome avec l'ultrason. Je l'ai entendu pendant 1 an, tous les gens me le disaient, donc je leur ai dit, oui, je sais, je l'ai fait. Désavantage, c'est que c'est très cher. Le désavantage principal, à mon sens, c'est que ça ne marche pas. Donc, par contre, je ne dis pas que ça ne marchera pas quand ils se mettront un peu plus au point. Donc je crache pas dessus, mais moi ça n'a pas marché, en ce moment c'est pas le top. C'est pas sélectif, la modélisation elle est très simpliste, donc pour l'instant on peut pas dire que c'est bien. Et j'en ai pas vu beaucoup marcher, venant d'ailleurs. J'ai vu aussi d'ailleurs d'autres échecs et j'ai eu d'autres sons de cloche d'échecs. Donc après eux ils préconisent, ils avancent 70% de bons résultats, c'est de la pub. Alors, ce que je fais depuis 1 an, c'est l'endoscopie. Là encore, ce n'est pas de la stat de haute voltige, hein, mais c'est juste pour montrer quand même que globalement, les résultats sont un peu plus sympas. Ça ne marche pas toujours, hein. J'ai pas sorti le moindre patient que j'ai fait, je les ai tous mis. Il y en a qui n'ont pas marché, évidemment qu'il y en a qui n'ont pas marché, hein. Je ne vais jamais vous dire qu'il y a 100% des choses qui marchent. Le jour où je vous dis ça, vous me jetez une tomate. Il n'y a jamais 100% des choses qui marchent. Mais par contre, on voit quand même qu'il y en a qui marchent, il y en a même pas mal qui marchent, et donc ça permet des fois de se tirer d'un cas difficile. Moi, mon biais de sélection, en plus, qui peut expliquer qu'il y en a qui ne marchent pas, c'est que j'ai pris que des cas hyper galères. Et donc, il y a Isabelle Riss à Bordeaux qui en fait beaucoup de CP. Il n'y en a pas beaucoup d'ophtalmos qui en font beaucoup. Il y a une Parisienne, quelqu'un à Paris qui en fait, mais plus sur la rétine. Il y a Melki qui en fait pas mal à Cannes, mais plus sur la rétine. Et Isabelle Riss, elle fait plus sur le glaucome. Isabelle Riss m'avait fait la réflexion en me disant, oui, bon, enfin, tu t'es aussi attaqué à des cas, d'arrière-garde, quoi. Hein, donc, et l'apprentissage est quand même un peu plus difficile parce que c'est une chirurgie endoculaire, endoscopique qu'on doit maîtriser, qu'on doit se repérer dans l'espace, donc c'est moins facile. Voilà, juste pour montrer quand même, c'est assez cogné les pressions auxquelles je m'attaque, parce que vous doutez bien que ce n'est pas un 35 que je croise comme ça, c'est des patients qui sont en bout de course, qui sont sous multithérapie, et, donc, et ce sont des patients qui ont été traités, opérés. Bon, lui, il a eu du C3, tous les UC3, je les ai refaits quasiment, hein, puisque entre ceux qui sont partis en Trabé et ceux qui sont partis en ECP, donc Trabé, UC3, Trabé, Needling, bon, il y en a 1 ou 2 que j'ai traités en œil vierge. Trabé, SLT, ECP. Alors il y a des reprises d'ECP, hein, puisque j'ai dit qu'il y a une patiente que j'ai reprise 3 fois, donc forcément elle mange un peu. J'ai pas fait de stats, mais si je faisais des stats, elle mangerait les stats. Mais c'est juste histoire de les montrer tous. Alors voilà, par exemple, c'est le type de patient qu'il est très agréable de pouvoir traiter en endoscopie. Ça, c'est un patient greffé. C'est un patient dont le greffeur a eu la bonne idée de lui laisser l'implant de chambre antérieure, donc dont la greffe est morte très rapidement après. Patient à qui j'ai fait une trabée, qui a marché dans un premier temps, puis qui s'est échoué. Donc là, c'était après la trabée, 35. Donc à J1, ça marchait un petit peu. Après, ça donnait l'impression de marcher. Là, il m'a fait une remontée de tension. Je lui ai mis des collyres. Et là, sous collyre, il est bien. À M8, il est bien. Donc le succès, ce n'est pas le succès d'un œil sans collyre, hein, qui a une bonne tension sans collyre. Là, on est sur des yeux vachement abîmés. On est sur des yeux qu'on essaie de sauver. Si on le sauve alors qu'il a des collyres, c'est un succès, hein. Une patiente, pareil, je l'ai greffée, je lui ai mis un implant suturé à la sclère, donc elle aussi elle a eu une trabée qui s'est bouchée dans un contexte un peu
difficile, inflammatoire, avec une cornée un peu difficile à gérer. Bon, ça fait que 1 mois, donc on pourrait être pas mal à voir. Monsieur S, le patient qui me suit depuis mon internat, qui est un cas totalement d'un autre monde, avec des cristallins en position ectopique, avec un colobome cristallinien, donc un œil totalement d'une autre planète. À lui, j'avais fait un UC3 aussi, parce que lui aussi, je voulais éviter de rentrer dans son œil, parce que son cristallin, je ne sais pas comment il tient là-haut. Finalement, même en rentrant dans son œil, son cristallin a tenu là-haut, donc heureusement. Et effectivement, j'ai quand même, alors que l'UC3 n'a pas marché, j'ai quand même réussi à le... Bien sûr qu'il est sous goutte, mais j'ai quand même réussi à sortir d'une zone un peu plus inquiétante. Puis c'est un type qui voit bouger la main, On essaie juste de le sauver pour qu'il puisse se déplacer. Là aussi, voilà, ça c'est un cas fabuleux. Celui-là, je ne sais plus comment il était mort il y a longtemps. Celui-là, c'est un type qui a été opéré, je ne sais plus par qui, je ne sais plus comment, mais enfin, toujours est-il qu'il a enchaîné complication sur complication. Et bien sûr, au moment où je l'ai greffé, puisqu'il avait une décompensation endothéliale, un glaucome, un implant, enfin bon, quand je l'ai greffé, évidemment, les gens qui n'ont pas de chance, ils n'ont pas de chance jusqu'au bout. Il a fait un rejet de greffe de cornée. Et donc, son glaucome étant toujours décompensé, avec un œil comme ça, on lui proposait une kératoprothèse. Et au début, j'envisageais un alpha-core, mais comme pour mettre un alpha-core, il faut absolument de toute façon que la pression soit contrôlée, et que là, je ne me voyais pas comment lui faire une trabée, je lui ai fait un ECP. Et bien sûr, la pression, on n'arrive pas à la prendre au doigt, on n'arrive pas à la prendre autrement qu'au doigt. Et honnêtement, j'ai vraiment l'impression qu'on est passé de 30 à 20, quelque chose comme ça. Mais après, ça, c'est très subjectif. Et donc, bien sûr, il est en attente de kératoprothèse. Bon, ça, c'est des cas catastrophiques. Mais après, j'ai aussi des cas normaux, entre guillemets, où c'est juste une trabée qui a échoué. Là, c'est une dame à qui je faisais le needling, qui a marché, qui a rééchoué. On a refait un needling, qui a rééchoué. Donc, bon, je lui ai fait ECP. Après, des cas plus conventionnels, des PEC. Voilà. Donc, le principe de l'endocyclophotocoagulation, c'est de faire une inflation du sulcus avec du viscoélastique, de rentrer la sonde, là en l'occurrence par, donc vous voyez dans la petite vidéo en haut le live. La sonde, elle fait à la fois lumière, vidéo et laser. Donc c'est-à-dire que vous voyez ce que vous éclairez et vous tirez dessus. Vous avez une rétraction du corps ciliaire. Alors, j'ai qu'une vidéo à moi parce que j'ai pas un super, une ou deux parce que j'ai pas un bon système d'acquisition. Donc, je vais surtout utiliser des vidéos de l'entreprise. Voilà. Donc, en pratique, ce que ça fait, donc on a un laser, on fait du tir continu parce qu'on se met sur les corps ciliaires et on tire jusqu'à ce que ça rétracte. Là, on a juste, on a une console où on règle la lumière, plus ou moins de lumière. Là, il y a l'endoscope et je crois qu'on n'aura pas le temps de voir la source lumineuse qui est là. Voilà. Donc ça, c'est l'écran sur lequel, alors l'image est moins bonne, mais elle est mieux en réalité parce que là, c'est filmé avec un portable sur un écran, donc forcément, c'est pas top, mais c'est juste pour vous montrer le live. Comment on est, on a l'image du micro qui est là, on a l'image de l'endoscope qui est là. Donc là, j'ai une sonde d'infusion. On ne voit pas trop la rétraction sur cette vidéo, c'est dommage. On la devine un petit peu. Voilà. Mais comme l'image, elle est grillée, entre guillemets, par la lumière, on ne voit pas trop. C'est plus pour vous montrer l'organisation. Donc, en fait, je me garde... Alors, soit on met du visqueux, soit on met une sonde d'infusion. Voilà. Alors, soit l'infusion, vous la plantez et vous la laissez. Soit l'infusion, vous la tenez avec une sonde de bimanuel et puis vous la gardez. Le tout, c'est de toujours bien contrôler, soit dans le micro, soit sur la télé du haut, que vous êtes bien, que vous ne sortez pas, quoi. Sinon, vous mettez du visqueux et vous êtes tranquille. Bon, voilà, on a vu. Oui, je me mets en continu, ouais, parce que en fait, comme j'ai un pied pour le laser, voilà, comme ça, je me mets en continu et ça dure pas très très longtemps, donc ta poche, elle passe pas. Hein. Ça, c'est juste pour montrer que, alors la vidéo, à cause des conversions que j'ai dû faire, elle est moins bonne. C'est juste pour montrer, tout à l'heure, j'étais en kératotomie, et là, je rentre un couteau de 3-2
en pars plana pour faire une voie postérieure, parce que ça, c'est la fameuse patiente greffée que j'ai montré tout à l'heure. Comme elle a un implant suturé à la sclère, je ne voulais pas passer entre l'iris et l'implant pour ne pas pousser sur mes sutures. Donc je suis passé par, comme elle avait été de toute façon déjà vitrectomisée, je suis passé par derrière. Voilà, donc pour montrer la couteau 2-2, j'ai dit 3-2, couteau 2-2, et la sonde, elle rentre facilement. J'ai pas forcé, hop, elle rentre facilement. Voilà, et on se retrouve avec ça en vue microscope. Et après, on navigue, on a les corps ciliaires en face. Voilà, l'image n'est pas belle, mais... Donc, voilà ce qu'on peut lire, une procédure sans danger. On ne risque pas de rendre les gens aveugles comme avec une trabée ou comme avec un tube. C'est extremely safe. Bon, ça, c'est de la bêtise. Parce que c'est pas vrai, il n'y a rien qui est sans danger. Il y a des dangers, comme vous voyez, bon, aux États-Unis, il y a quand même le CP Study Group, là, où ils ont quand même pu collecter 5800 traitements. Donc avec des taux de complications donc un peu plus sérieusement relatés que dans les articles de promotion. Et donc des pics de tension, il y en a beaucoup, des pics de tension. Il faut mettre les patients sous Diamox en post-op. Des hémorragies intravitréennes, vous faites saigner le corps ciliaire, ça saigne derrière. Des effusions uvéales. Des luxations d'implants, parce que si vous appuyez sur l'implant en mettant soit avec votre sonde, soit avec le visqueux, vous cassez la zone nulle, enfin tout est possible, on peut tout imaginer. Hein. Des décollements de rétine, des phtises, des hémorragies choroïdiennes, des no light perception sur des glaucomes néovasculaires surtout, des cataractes. Alors ça bien sûr c'est si vous le faites sur un FAC. Alors bon, moi je l'ai fait sur aucun FAC parce que le cristallin ça prend de la place. Ça n'autorise que les voies d'abord antérieures. En voie d'abord postérieure, vous ne pouvez pas passer la sonde pour aller au corps ciliaire s'il y a le cristallin, c'est pas possible. Donc vous êtes obligé de taper dans le cristallin et de faire une cataracte. Donc pour traiter un FAC, j'en ai programmé un tout à l'heure, mais pour traiter un FAC, il faut vraiment mettre du visqueux, pousser le cristallin et bien soulever l'iris pour dégager, et puis vraiment faire attention à ce qu'on fait. Des rejets de greffe, c'est pas négligeable, hein, 5% de rejets de greffe sur les greffés. Voilà. Pas d'endoff en l'occurrence, mais tout est possible. Donc voilà, bon, c'est très rapide. Donc suggestion d'un endoscope oculaire en 1934, mais pas de création. Description en 1978. Et c'est Patel en 86 qui a traité le premier corps ciliaire au laser. Alors ce qu'il faisait, c'est qu'il rentrait un laser dans l'œil, mais c'était un laser diathermique. Il rentrait un laser dans l'œil et au microscope, il déprimait la sclère et il amenait ses corps ciliaires dans le champ de vision et il tirait dessus. Donc c'était pas de l'endoscopie, c'était du tir direct, mais par visualisation dans le micro. En 1992, donc c'est Oram qui a développé la technique de l'endoscope et de l'ECP. Et il a décrit pour la première fois sa technique dans des GNV. Donc avant, le cycloaffaiblissement, c'était la technique de dernier recours. C'était les yeux pourris, les yeux sur lesquels on avait tout fait, les yeux sur lesquels on ne pouvait plus rien faire, les multi-opérés qui avaient eu plusieurs trabés, plusieurs valves. Des yeux aveugles, des yeux douloureux, des yeux à très faible potentiel, parce que c'était un traitement à l'aveugle, aléatoire, un peu probabiliste, imprédictible. On ne savait pas si on surtraitait, si on sous-traitait. Des traitements douloureux où on avait eu des pertes de vision, des inflammations graves, des phtises. Et c'est vrai que grâce à l'ECP, où on fait un traitement sélectif et dosé, on peut l'utiliser en première ligne dans des yeux valides ou chez des monophtalmes ou avec un peu plus de sécurité, parce qu'il y a des risques opératoires, mais finalement ce ne sont pas des risques qui sont tellement supérieurs aux autres techniques. On peut lire que ce qu'on espère en moyenne avec un ECP, c'est faire diminuer de 30% la PIO et de 30% les traitements. En gros, c'est-à-dire que si vous avez un patient qui a 21 de PIO avec une trithérapie, si vous le traitez, vous espérez que vous aurez 14 de PIO avec une bithérapie. Voilà. Donc, et c'est vrai que si c'est ça, c'est un succès, je pense. Là, on est loin de mes patients à 50 de tension, hein, mais enfin bon, les patients à 50 de tension, ils ne remplissent pas les consultes. Alors surtout pour les yeux pseudo-FAC, les yeux FAC, donc comme je l'ai dit, bord postérieur interdit, il faut surtout bien évacuer le visqueux, quel que soit le statut cristallinien. Dans les aphakies, c'est très pratique parce qu'on rentre par kératotomie et là on a le champ libre pour traiter absolument tout ce qu'on veut, les corps ciliaires, les vallées ciliaires, le début de la pars plana, la base de l'iris, ça c'est confortable.
Donc ça, c'est quelques vidéos. Juste pour avoir une imagerie un peu de meilleure qualité que celle que je vous ai montrée de mes vidéos qui sont pas belles. Pour voir ce que ça fait en live. Et c'est vrai que c'est très sympathique. Moi, la première fois que je suis rentré dans l'œil avec l'endoscope, on joue quoi. Et surtout, les endoscopes aujourd'hui permettent une résolution d'image qui est nettement meilleure que les endoscopes d'il y a encore quelques années. Alors on peut se permettre de rentrer dans des yeux terrifiants, mais c'est intéressant de voir l'envers du décor aussi, de voir ce que ça donne. Ça, c'est la sonde d'infusion. De voir l'envers du décor en comprenant ce qui se passe dans un GNV avec du sang de partout, des vaisseaux de partout. Mais cela dit, avec des corps ciliaires qui peuvent être traités. J'en ai traité un de GNV, elle a bien répondu. Voilà l'angle complètement hémorragique, donc c'est intéressant de voir ces images en endoscopie. Ça fait découvrir les choses un petit peu différemment. Alors voilà l'image de quelqu'un qui a eu des impacts de cyclodiode, où on voit que la pars plana elle est complètement atrophiée. Et où parfois les corps ciliaires peuvent bien réagir au traitement photocoagulateur, ce qui veut dire que la pars plana est explosée, mais que les corps ciliaires ils sont pas détruits, ou pas totalement. Ça juste pour avoir des belles images aussi d'une PEC où on dirait des toiles d'araignée dans une crypte. Le silicone n'empêche pas de passer. On voit que là les corps ciliaires sont siliconés. On voit le reflet du silicone. Ça n'empêche pas de traiter. Ça n'empêche pas de passer l'endoscope et ça n'empêche pas de traiter. Et je crois que c'est la dernière. Donc juste pour montrer aussi que cette endoscopie, ça sert aussi d'exploration pour comprendre des fois un petit peu comment les choses se passent. Là, on voit on voit l'aptique qui est posée sur les corps ciliaires. Donc en endoscopie, c'est quand même une vue assez originale. C'est la découverte d'un autre monde, quoi. Et on voit la zonulodialyse ici. Vous voyez, les zonules craquées et puis la zonulodialyse. Bon, et puis en attendant, on fait le CP là sur les corps ciliaires qui se rétractent gentiment les uns après les autres. Plac, plac, plac. J'ai vu ça aussi, ça j'ai pas fait, mais quelqu'un qui avait une cornée catastrophique, avec quand même un petit centre clair qui permettait d'espérer quelque chose, où la cataracte a été faite par assistance endoscopique. Et donc, où ils disent que le patient a récupéré 5 dixièmes sur un œil et 8 dixièmes sur l'autre œil, malgré des cornées comme ça. Donc en gros, concernant mes résultats, moi j'ai un petit recul et j'ai un biais de sélection parce que j'en ai plein qui n'ont pas marché, j'en ai qui n'ont pas marché parce que j'ai pris beaucoup de cas compliqués, beaucoup de cas à la limite désespérés où j'ai voulu quand même voir ce que ça faisait. Mais dans l'ensemble, malgré tout, c'est plutôt bon. J'en ai quand même pas mal où ça a bien marché. Benjamin n'est pas là, mais on avait fait un Africain, un Guinéen qui était étudiant, là, qui repartait en Afrique et de toute façon n'avait pas les moyens de se payer des gouttes. Il avait eu une cataracte explosée, il avait des collyres et malgré ces collyres, sa tension n'était absolument pas maîtrisée. Et de toute façon, il n'avait pas de quoi s'acheter des collyres en Afrique. C'est même pas qu'il n'avait pas de quoi s'acheter des collyres en Guinée, c'est que il n'était pas sûr d'obtenir les collyres parce qu'il ne savait pas ce qu'il allait acheter dans la pharmacie, si la pharmacie elle allait être livrée dans 6 mois, dans 1 mois, ou si ça allait être des vrais collyres ou des collyres de contrebande. Donc en gros, je lui ai dit, écoutez, on peut essayer de faire ça. Et il avait 35 de PIO avec une trithérapie, et on l'a traité.
et il s'est fait payer la chirurgie par une association d'étudiants étrangers. Et après, on l'a revu à 2-3 mois, il était toujours à 18 de tension sans les gouttes. Après, je ne l'ai pas revu. Donc les avantages, très honnêtement, c'est vrai que j'ai vu ça dans un article et c'est exactement ça, c'est fun et interesting, c'est sympa. C'est original en plus, il n'y a pas beaucoup de monde qui fait ça, c'est encore plus sympa. Bon, les deux voies d'abord potentielles, on passe derrière les cornées opaques et on découvre ce qui se passe derrière les cornées opaques, c'est intéressant. On peut le faire en topique. Ben, c'est vrai que souvent on est obligé de bien les droguer en plus des topiques. On épargne la conjonctive parce que quand on fait des voies par splanade, de toute façon on prend la conjonctive qui est là, donc ce n'est pas une conjonctive qui sera consommée quoi qu'il arrive pour une éventuelle trabée ou une éventuelle valve. Les désavantages, c'est quand même un tout petit peu plus difficile. C'est cher. C'est cher parce que les GHS sont complètement minables et que vous avez des sondes qui coûtent extrêmement cher. Extrêmement cher, il y a pire encore, hein, puisque la sonde, elle fait 2000 €. Le GHS, il fait, je sais pas, 650 € ou 700 €. Donc, heureusement, la sonde est restérilisable, mais elle ne supporte pas beaucoup de cycles de stérilisation. Avec les protocoles de stérilisation qu'on a en France, la sonde elle est vite cassée parce que les fibres optiques, elles ne supportent pas des chaleurs répétées. Et en gros, on nous vend le truc pour faire 10 utilisations, mais au bout de la 5e utilisation, les fibres optiques, elles commencent à être quand même pas mal cassées. Et l'image n'est plus aussi nette avec pas mal de pixels noirs, pas mal de scotomes sur la fibre optique. Donc ça nous fait quand même une chirurgie où on est à 400 € la sonde. 400 € pour un GHS de 600, donc la clinique, elle ne s'y retrouve absolument pas. Donc on fait ça pour l'instant. Aux États-Unis, ils ont des protocoles de stérilisation qui sont beaucoup moins. C'est des temps plus courts et des degrés moins élevés, je crois, en température. Et donc les sondes, ils les poussent à 10, 12, 15 utilisations. Et là, c'est sûr que le business plan, parce qu'il faut parler de ça malheureusement, le business plan, c'est plus du tout le même. Parce qu'une sonde à 2000 € que vous utilisez 10 fois, c'est 200 €. Vous l'utilisez 5 fois, c'est 400 €. C'est plus du tout pareil. C'est une chirurgie intraoculaire. Donc c'est pour ça que ça déplaît à certains et c'est pour ça qu'on voit dans l'UC3 quelque chose de beaucoup plus séduisant, qui est tout propre, tac tac, on s'habille même pas, on fait ça, c'est joli. Mais en tout cas ça marche quand même mieux, c'est plus sélectif, mais par contre c'est sûr que c'est intraoculaire, donc c'est un peu plus lourd, la chirurgie est plus lourde, elle est plus dangereuse. Elle est plus dangereuse, mais enfin bon là je sais pas, tout à l'heure on a vu une patiente qui a été faite à Grenoble l'année dernière. Puisque c'est les gros promoteurs de l'UC3, Lyon et Grenoble, puisqu'ils sont intéressés dans le business, la patiente, elle a fait une effusion uvéale, quoi. Donc l'UC3, c'est pas si anodin que ça. Et puis l'UC3, ça peut faire monter à 50 de tension. Donc c'est pas parce qu'on est en extraoculaire qu'on n'est pas dangereux. Et le désavantage, c'est quand même la gestion des FAC, à mon sens. J'en ai pas encore fait, je vais en faire un, je verrai bien ce que ça fait. Mais c'est sûr que bon après, s'il y a une cataracte et que le glaucome est traité, le type que je vais faire, il a 55 ans, ce sera peut-être pas la fin du monde. Il a un champ visuel tubulaire, mais c'est peut-être la seule option pour le traiter. Voilà, je vous remercie.